très tôt de la gravité par le dosage de l'oxygène. Il y a des facteurs également qui permettent d'évaluer le risque d'embolie pulmonaire. Beaucoup de décès au départ, quand on connaissait mal cette maladie, on voyait que les patients, notamment les patientes et les patients, parfois à facteur de risque, faisaient des embolies pulmonaires. Donc la prévention de l'embolie pulmonaire en utilisant des héparines de bas poids moléculaire est également essentielle. Et donc, si vous voulez, pour encore une fois la philosophie qui a guidé notre attitude et puis maintenant, enfin qui est assez diffusée, hein, bien entendu, c'est test précoce, prise en charge précoce, détection des signes de gravité. Lorsque l'on peut, nous avons beaucoup utilisé également le scanner pour évaluer les lésions pulmonaires, notamment les scanners basse dose. Tout ça a permis d'accumuler beaucoup d'évidence et de connaissances pour optimiser, parce que bien entendu, actuellement, les choses sont assez standardisées chez nous. Certaines sont encore à controverse dans la littérature, mais vous savez, encore une fois, nous, mes parents ont 80 ans, qui correspond à peu près au profil de patients que j'ai qui sont hospitalisés. Et on a souvent dit qu'en tant que médecin, je ne parle pas en tant que chercheur, hein, nous prenons nos responsabilités pour utiliser la prise en charge que nous trouvons la plus adaptée. Voilà. Donc vous verrez, il y a beaucoup de littérature dessus. Ça, c'est, on va dire, sur le côté prise en charge diagnostique et médical, qui finalement s'est un petit peu adapté au cours de l'épidémie, mais nous avons très tôt fait ces éléments donc de prise en charge précoce et d'utilisation de ce traitement, d'autant que il n'y a pas d'alternative thérapeutique, comme vous le savez. On a beaucoup parlé du remdesivir à un moment donné, qui était un produit toxique pour le rein et qui ne marchait pas, ça se voyait assez. Voilà, donc il y a un débat qui a agité et qui continue d'agiter la communauté dite, enfin, on va dire scientifique, sur faut-il utiliser des médicaments sans avoir fait d'études contrôlées contre placebo. À titre personnel, hein, encore une fois, je m'exprime à titre personnel et au nom en tant qu'universitaire. Sachant ce que je sais de cette association médicamenteuse, je ne ferai pas rentrer mes parents dans un essai contre placebo, mais je leur donnerai le médicament. Donc, nous informons nos patients. Voilà, ça, c'est une grande expérience. Vous verrez dans la littérature, nous avons fait beaucoup de publications. Elles sont listées sur le site Internet. Mais d'autres équipes, notamment aux États-Unis, ont prôné ce traitement précoce. Voilà. Qui est bien sûr une des armes, puisque là, on a une deuxième arme qui est arrivée. Nous verrons un peu ce qu'elle donne, qui est la vaccination. Mais là, on rentre dans le domaine préventif. Voilà, après je répondrai volontiers aux questions. Donc ça, c'était la partie historique, comment on est arrivé, la polémique qui dépendait un petit peu des régions. Il y a maintenant plus de 160 études observationnelles qui évaluent les thérapeutiques. Encore une fois, ça a beaucoup masqué cette histoire d'hydroxychloroquine et d'azithromycine. Le fait qu'il faut prendre en charge précocement les gens et évaluer leur gravité. Et je précise que je n'ai aucun conflit d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique dans la façon que j'ai de vous parler de ces médicaments. Voilà, ça c'était une grande leçon. La deuxième leçon, c'est, vous parliez des variants tout à l'heure. On a beaucoup parlé depuis une semaine du variant anglais, puis du variant sud-africain, puis du variant brésilien qui a été détecté au Japon. Et les équipes de virologie ici à l'IHU Méditerranée Infection ont depuis l'été dernier décrit les variants. Alors on les appelle les variants, les mutants. Ça aussi, ça a été discuté par des experts ou par des moins experts. Mais enfin, en pratique, les virus évoluent, mais nous avions noté qu'il y a parfois des variations plus brutales. Et d'ailleurs, nous étions les seuls ici en France à pouvoir réellement évoluer les courbes du pays puisque nous testons depuis le début. Alors maintenant, je suis très heureux que dans mon pays, on puisse tester beaucoup plus largement. Mais nous avons vu très tôt, en analysant les génomes, c'est-à-dire le code génétique des virus, qu'il y avait des variants. La question d'après, c'est est-ce que ces variants sont plus ou moins contagieux? Est-ce que ces variants sont plus ou moins sévères? Ça, il faut observer pour savoir. Nos amis anglais
nous ont dit que leur variant était plus contagieux et peut-être moins sévère, dont acte. Le variant que nous avions eu, nous, lors de l'épidémie de juillet-août, qui a été appelée deuxième vague ou autre vague, enfin pour nous c'était une autre épidémie liée à un variant qui a duré d'ailleurs que juillet-août, était moins sévère, très contagieuse mais moins sévère. Celle qui sévit en France et pour laquelle il y a des questions actuellement, le virus majoritaire sur les réservoirs animaux notamment, était un variant également. Donc est-ce que on a beaucoup parlé de plusieurs vagues ou alors s'agit-il de plusieurs épidémies liées à plusieurs variants? Nous verrons, en tout cas nous avons des données, car je dois dire que la France en tout cas a un énorme retard dans les capacités de séquençage des virus, d'analyse du code génétique des virus et des bactéries. Marseille est un îlot un peu particulier puisque depuis 30 ans, c'est la politique de Didier Raoult d'investir sur les technologies. Nous avons ici séquencé les codes génétiques de un tiers des virus du pays. Enfin, nous avons produit un tiers des séquences du pays, mais c'est bien loin de ce que font les Anglais, les Allemands, sans parler de l'Asie, où il y a un fort investissement dans la technologie. Alors, à quoi ça sert de connaître le code génétique des virus? Eh bien, ça sert à deux choses. De comprendre l'épidémie, d'où est-ce qu'elle vient, est-ce qu'il y a des animaux amplificateurs, est-ce qu'il y a des réservoirs, ça peut permettre de comprendre la cinétique, mais pour ça, il faut observer, analyser, éviter de parler, bien sûr, sans avoir les données. Et enfin, ça amène des questions sur la vaccination, qui est une question qu'il faudra surveiller. Est-ce que le fait qu'il y ait des variants va impacter sur l'efficacité du vaccin qui a été fabriqué sur le virus tel qu'on le connaissait de février, mars, avril? Et là aussi, il va falloir observer. Voilà un peu le panel de ce que je pouvais vous dire. J'étais plus là pour échanger si vous le souhaitez. Je suis désolé, il y a eu un timing, une petite erreur de mon côté sur le timing horaire GMT, puis heure Mauritanie, heure française. Je suis là pour répondre à vos questions. Un petit ajustement également, je reviens sur la thérapeutique. Dans les ajustements que nous avons faits, il y avait la place des corticoïdes. Alors, faut-il utiliser les corticoïdes? Ce que l'on sait qu'il ne faut pas faire, c'est utiliser les corticoïdes à forte dose dans un stade précoce de la maladie, parce que le virus se développe. Nous utilisons la dexaméthasone à des doses, comme les réanimateurs ont appris à le faire, et on a beaucoup appris des réanimateurs, à des doses qui sont plutôt faibles, et lorsqu'on est au stade inflammatoire. Donc, c'est une maladie où on a appris petit à petit, et pour lequel il faut continuer d'apprendre et d'observer. Et pardon, parce que j'avais les notes dans le désordre, j'ai travaillé avec mes collègues mauritaniens, mais également mes collègues de 8 pays africains sur l'interrogation, essentiellement, on va dire, européenne et américaine, sur pourquoi la Covid n'a pas entraîné la catastrophe annoncée de façon générale en Afrique. Je mettrai l'Afrique du Sud un peu à part. Alors, il y a des tas d'hypothèses, ça va de la génétique aux variants et aux groupes sanguins ou autres, mais il faut savoir que de nombreux pays africains, soit à l'échelle nationale, soit à l'échelle individuelle des praticiens, ont décidé très tôt de traiter par chloroquine et azithromycine. La mortalité est très basse, comparé aux États-Unis, comparé à la France, comparé à la Belgique. Est-ce qu'il y a un lien? Je ne tire pas de conclusion, nous verrons, il faut observer, mais en tout cas, c'est une politique que nous avons partagée avec de nombreux collègues africains, notamment d'Afrique francophone. Voilà un peu le petit point de vue de l'IHU Méditerranée Infection. Je suis à votre disposition si vous voulez échanger sur ce sujet, quel qu'il soit. Alors, merci professeur Philippe pour cette intervention vraiment détaillée et sur la stratégie de l'IHU de Marseille vis-à-vis de cette pandémie. Nous avons moi personnellement, j'ai beaucoup apprécié cette démarche parce que une maladie, c'est quelque chose qu'on doit d'abord détecter précocement, puis traiter, et pour vraiment essayer d'endiguer cela, mais
cette Covid-19-là, cette pandémie a pris une autre tournure. Donc, on ne va pas discuter ça aujourd'hui. J'ai demandé aux collègues qui veulent intervenir et poser des questions au professeur Philippe Parola, qui peuvent le faire via le chat. À côté, j'ai déjà une question sur le chat de M. Franck Galtier. Vous m'entendez, professeur? Alors, pardon, excusez-moi. Je vais vous demander 5 minutes d'interruption. J'avais un décalage et je reviens vers vous dans 5 minutes. Est-ce que ça vous va? D'accord, juste on va poser une question. Au moins, ça permettra de regrouper les questions. À tout de suite. Ah, d'accord, ok. Ah, il a 5 minutes, hein, d'accord. D'accord. Ok, donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut. Ouais. Ok. Moi, j'ai déjà une question de M. Franck Galtier qui demande si l'IHU a testé l'ivermectine, éventuellement en association avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. C'est une question qu'on verra. Si on peut collecter d'autres questions dans la salle ou parmi les collègues qui sont en ligne, très bien pour essayer de faire le résumé de tout ça pendant les 5 minutes dans lesquelles le professeur a demandé à se retirer. Oui, il y a M. Soufiane qui a une question. Le professeur Philippe Parola aussi, je remercie beaucoup. J'ai eu la chance de rencontrer en 2016 lors d'une mission avec la faculté de médecine. Continuer. Alors, j'ai une question juste par rapport à l'indication de l'association hydroxychloroquine azithromycine. Est-ce que cette association est donnée systématiquement après avoir testé les malades ou bien ils ont quand même des indications précises, c'est-à-dire selon la forme et selon l'état clinique du patient? Et la deuxième question par rapport à ça, est-ce qu'il y a ils ont d'autres alternatives? Au cas où ils ne peuvent pas utiliser ces deux molécules, est-ce qu'ils ont des molécules de remplacement? Merci beaucoup. Donc, bonjour professeur, ravi d'assister à votre pertinente contribution. Ma question par rapport à la mutation des variants et parce que logiquement, si la mutation est pour les gènes qui coupent la protéine S, cible la production de cette protéine pour protéger l'organisme, donc est-ce qu'il y a un impact